disons que les choses ont évolué, en tout cas. On peut dire que depuis 2019, il n'y a plus de statu quo. Et il y a des événements successifs qui font que ça nous oblige chaque fois à se réajuster, et surtout le peuple sahraoui qui est toujours sur la brèche, toujours prêt à profiter de tous les événements qui, hélas, leur sont imposés pour toujours réaffirmer leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance de leur pays. Donc peut-être que l'événement le plus récent, vous me direz s'il y en a d'autres avant, c'est tout ce qui s'est passé autour du séisme au Maroc, qui a déclenché une cascade d'articles dans la presse, surtout de toute la presse française, la presse internationale, la presse marocaine surtout, qui rendent les choses assez illisibles, et on ne voit pas bien où veut en venir le Maroc. Peut-être que ça va se retourner contre lui. C'est bien dommage d'ailleurs, mais c'est vrai que un séisme, c'est un événement imprévisible et imprévu, et peut-être qu'il en sortira quelque chose de bon, en tout cas pour le peuple sahraoui. Disons que oui, ça permet de voir un peu plus comment finalement les autorités marocaines se soucient peu de leur peuple, et surtout instrumentalisent un événement alors qu'au contraire la communauté internationale a eu tout de suite de l'empathie pour ce malheur, et tout de suite la presse aux ordres du Marzen s'en est servie pour attaquer finalement une réaction tout à fait normale de la France en disant on est prêt à venir aider, comme ils le font dans tous les pays du monde d'ailleurs. Et l'Algérie aussi. Et finalement, dans la continuité de ce que le ministre des Affaires étrangères marocain et de ce que le roi a dit dans son dernier discours, même à l'occasion d'un séisme et d'un malheur si important, eh bien, il s'en sert pour compter ses amis et pour dénoncer ses ennemis, ou ceux qu'il dit être ses ennemis, et en l'occurrence la France et l'Algérie. C'est l'image en tout cas qu'on peut recevoir. Oui. Disons que ça confirme, parce que ça fait déjà plusieurs années maintenant que la presse française est devenue très, très prudente vis-à-vis du Maroc, et considère que c'est plus très crédible. Il faut dire que le régime a criminalisé tous ces journalistes, et enfin en tout cas tous les journalistes qui n'étaient pas aux ordres, soit en les mettant en prison, soit en les poussant à l'exil. Et donc finalement il ne reste plus que la presse aux ordres, et puis surtout le système que le Maroc a mis en place de surveillance de la presse française par Pegasus fait qu'un certain nombre de journalistes n'a plus d'illusions sur la façon dont le Maroc traite soi-disant les amis français, puisqu'il y a quand même eu Mediapart, La Canard enchaîné, Le Monde et l'Humanité dont les journalistes ont été surveillés et contre lesquels le Marzen a porté plainte, alors qu'en fait le Marzen sait très bien qu'un pays étranger ne peut pas porter plainte contre des journalistes français, et d'ailleurs ils ont été déboutés, mais ça leur permet de mettre la pression et puis surtout d'apparaître comme des victimes. C'est comme ça en tout cas qu'ils apparaissent quand ils portent plainte contre des gens, parce qu'ils disent que finalement c'est un complot de l'étranger. C'est bien facile, alors que tout le monde sait que c'est bien eux qui sont les commanditaires du logiciel Pegasus, dont j'ai été victime aussi d'ailleurs. Ben là c'est sûr, c'est sûr. En tout cas c'est ce qu'on lit partout. On sait que le président français a été lui aussi. Oui, et puis il y a eu 11 ministres quand même, c'est massif comme surveillance.
c'est vrai que ce n'est pas très amical comme méthode. Et même s'ils disent que ce n'est pas vrai, maintenant il y a un livre qui vient de sortir là, de 2 journalistes de Forbidden Stories qui décrit toute l'affaire. Et donc c'est facile de le lire. Et j'ai vu que celui qui a écrit la préface nous a même cité, Nama et moi, dès la préface. Et notre cas montre bien que ça ne peut être que le Maroc qui a besoin ou qui se sent le besoin de nous surveiller. Parce que quel autre pays a besoin de surveiller Claude Mangin si ce n'est un pays qui a des mailles à partir à cause de la question du Sahara occidental qu'il considère comme être son territoire. Et aussi, il y a des milliers d'Algériens. Oui, bah oui, il y a des milliers. Mais en France, il y a eu plusieurs milliers de numéros qui ont été surveillés. Et en tout cas, il y en a une centaine qui ont porté plainte. C'est ce que m'a dit l'Agence nationale de surveillance des systèmes numériques en France, qui a testé mon téléphone. Oui, bah écoutez, Nama est toujours fidèle au poste et toujours prêt à considérer que leur emprisonnement est une manière de faire exister le peuple sahraoui et que leur sacrifice, comme le sacrifice de beaucoup d'autres Sahraouis jusqu'au sacrifice suprême, est bien la marque que ce peuple sahraoui existe et continue d'exister et ne lâchera pas jusqu'à leur indépendance. Donc évidemment, la façon dont ils sont traités n'est pas du tout, malgré ce que le Maroc écrit, est très discriminatoire. Et c'est vrai qu'ils continuent de ne pas bénéficier de la bibliothèque, de la cour au soleil et aussi de soins adaptés, alors que ça fait maintenant 13 ans qu'ils sont en prison et qu'ils auraient besoin, surtout qu'ils ont été torturés. Il y a un certain nombre qui auraient besoin de soins particuliers et spécifiques et qu'ils n'y ont toujours pas droit. Donc ils subissent cette violence coloniale en permanence sous prétexte qu'ils sont des criminels. Illégalement condamné et que le Maroc a déjà été condamné 6 fois par le comité contre la torture pour fait de torture sur ses prisonniers. Et il y a d'autres plaintes qui sont en cours. Et d'ailleurs, sur la dernière condamnation, les experts du comité contre la torture ont écrit textuellement que la torture est systémique sur les prisonniers de Gdémizik. Donc c'est encore un point supplémentaire pour montrer que... Mais les autorités marocaines continuent de dénoncer ces prisonniers comme des criminels. Et donc c'est aussi pour ça que moi je suis considérée comme une criminelle et que je n'ai pas le droit d'aller au Maroc voir mon mari. Je suis mis dans le même sac. Je suis une criminelle, une dangereuse pour la sécurité intérieure et extérieure de l'État. On voit bien cette formule qui est typique des pays autoritaires, qui ne veulent pas avoir certaines personnes chez eux. Cette visite est effectivement une belle victoire pour M. de Mistura. Je pense que les États-Unis ont mis tout leur poids dans l'affaire parce qu'ils veulent que la mission de M. de Mistura réussisse. Et c'est vrai que bien que les militants indépendantistes aient été tabassés, surveillés pendant la visite de M. de Mistura, cette visite a permis que M. de Mistura puisse rencontrer les grandes associations indépendantistes. Et ça, c'est une belle victoire pour lesquelles M. de Mistura a bataillé, comme vous l'avez dit, pendant 2 ans. Et maintenant, on va voir, c'est vrai qu'il ne pouvait guère se présenter en octobre devant le Conseil de sécurité sans avoir au minimum obtenu ça, puisqu'il avait pu aller 2 fois dans les 4 pays habituels, sauf au Sahara occidental, et pourtant on peut considérer qu'il est une sorte de responsable de la MINURSO, et que c'est quand même bien normal qu'il puisse aller dans les territoires occupés. Mais comme vous le savez, c'est un territoire interdit, et donc c'était d'autant plus important et aussi très important pour les militants, et une reconnaissance de leur combat
par M. de Mistura, qui puisse entendre et recevoir les plaintes et les rapports qui dénoncent les interdictions d'expression, les interdictions de manifester, enfin tous les droits humains de base qui sont bafoués dans ce pays où ils ne peuvent recevoir aucun militant et aucun homme politique étranger et aucun journaliste. Je pense que c'est à peu près le dernier pays où on ne peut pas aller. Même en Palestine, on peut faire des documentaires, même en Arménie, on a des images, au Karabakh, même en Ukraine, on a des images, et du Sahara occidental, il n'y a aucune image, ce qui est quand même pas tout à fait normal. L'avocate. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire depuis la fin du deuxième procès, en juillet 2017, c'est-à-dire il y a 6 ans, plus de 6 ans maintenant, aucun avocat n'a pu voir les prisonniers de Gdeimzik. Les 2 avocates, Olfa Ouled et Ingrid Metton, ont été expulsées en février 2018, donc quelques mois après le procès, et on n'en avait envoyé aucun autre depuis. Et là, en avril, on en a envoyé 2, il y en a un, il n'a même pas eu le droit de monter dans l'avion à Orly, ça aussi, ça n'avait jamais eu lieu, et la deuxième, elle s'est battue pour aller voir les prisonniers, et elle n'a eu aucune autorisation jusqu'à ce qu'on la remette dans l'avion avant qu'elle puisse arriver au Sahara occidental pour rencontrer les familles. Donc, il y avait eu en mai 2022, on avait fait la première grande réunion des familles des prisonniers de Gdeimzik. Il y avait eu 18 sur 19 familles qui s'étaient retrouvées à Rabat avec des avocats de plusieurs pays européens. Mais l'organisatrice de cette rencontre, qui était connue des services puisqu'elle avait participé au procès de 2017, la juriste et une avocate Tone Moe de Norvège, a été expulsée avant même que la rencontre commence. Mais la rencontre a quand même eu lieu et on a pu la suivre en visioconférence. Et c'était une très très belle rencontre parce que c'était la première fois depuis le procès, donc 5 ans après, que les familles pouvaient se retrouver, témoigner et que leurs témoignages ont été portés dans les ambassades par justement ces journalistes, ces juristes et avocats qui étaient présents. Et ils se sont rendus compte que les ambassades finalement avaient peu d'informations, peut-être parce qu'ils ne les cherchent pas beaucoup. Et en tout cas, l'ambassade de Suisse a été la plus désagréable, donc de notre point de vue la plus corrompue par le Maroc, puisque quand il s'est agi de donner des visas aux familles des prisonniers pour aller témoigner devant le Haut Conseil des droits de l'homme pendant la session du mois de septembre 2022 suivante, eh bien les familles des prisonniers, les représentants des familles de prisonniers de l'Aïoun n'ont pas eu de visa de la part de l'ambassade de Suisse à Rabat, alors que l'ambassade de Suisse à Alger avait bien donné les visas aux Sahraouis des campements de Tindouf, et ils ont réitéré en février 2023, ce qui est vraiment un vrai scandale, puisque comme vous le savez, quand la Suisse a négocié pour obtenir que le Haut Conseil des droits de l'homme soit en Suisse et non pas à New York, ça faisait partie des conditions pour qu'ils puissent faciliter l'accès aux organisations internationales de l'ONU à toutes les victimes. Parce que finalement, on fait des plaintes et dans la dernière page de chaque plainte, il est bien écrit en toutes lettres que toute représaille est interdite. Parce qu'autrement, personne ne portera plus jamais plainte. Eh bien, on voit que le Maroc ne se refuse aucune représaille, comme j'en suis bien l'exemple en tout cas. Donc voilà, c'est vrai que les familles de l'Aïoun, donc personne, depuis 2012, il n'y a aucun expert de l'ONU qui a pu aller dans les territoires occupés, c'est encore mis dans le dernier rapport de Guterres du mois de juillet 2023, et les victimes ne peuvent pas aller, en tout cas les familles des prisonniers de Gdeimzik ne peuvent pas aller à Genève. Donc comment on fait ? Cette 4e commission de la décolonisation, là, il y a 27 pays qui en sont membres,
c'est un moment extrêmement important pour réaffirmer toujours le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. C'est un lieu où l'an dernier il y avait une 60aine de pétitionnaires, une trentaine pour le droit à l'autodétermination et une trentaine qui avaient été payés par le Maroc pour dire tout le mal qu'ils pensaient du Polisario et des camps de réfugiés, par des gens et beaucoup d'Européens ou de gens d'Amérique du Nord qui n'ont jamais mis les pieds dans les camps et qui se répandent dans la haine du Polisario, dénonçant, comme on le sait toujours, les enfants soldats, qui décrivent un Polisario complètement fantasmé. Et c'est vrai que nous qui parlions après, moi je sais que j'ai parlé après 14 interventions de ce type, on est quand même extrêmement mal à l'aise d'entendre ces horreurs de la part de gens qui ont été payés. Mais, comme 30 ans après, chaque année, c'est la plus grosse délégation de pétitionnaires pour le Sahara occidental. Parce que par exemple, on s'est retrouvé aussi avec des pétitionnaires pour le droit à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, qui est aussi un territoire non autonome selon le droit de l'ONU, même si la France joue sur les mots. Et donc, eux, ils étaient 4 ou 5, et nous, on était très nombreux. Et c'est vrai que les Marocains ont été encore très intrusifs, puisqu'ils étaient 8 au moins à la place du Maroc, là, et que sans arrêt, il y avait quelqu'un qui allait parler au président de la séance, et qu'ils ont même interrompu les pétitionnaires, ce qui ne se fait absolument pas. C'est-à-dire qu'à l'ONU, les Marocains se permettent des attitudes totalement incongrues et irrespectueuses, et interdites, même par le règlement intérieur de l'ONU. Nous, on ne lâche pas. Ce n'est pas parce que l'ennemi ou l'adversaire est malhonnête et en fait détourne les outils de l'ONU que nous devons considérer que nous devons utiliser les mêmes méthodes. Au contraire, c'est bien toute l'honnêteté du Polisario et des ministres de la République arabe sahraoui démocratique de considérer que c'est toujours à l'ONU qu'on fait confiance. C'est avec l'ONU, c'est sous l'égide de l'ONU que le cessez-le-feu avait été signé et que le Maroc a signé comme le Polisario. Donc on est toujours dans cette situation, sauf qu'il y a quand même eu des évolutions, puisqu'il y a quand même eu la reprise du conflit armé en 2020, et qu'on est dans une autre configuration, et que là encore, il faudra bien, même si le Maroc nie cette reprise de la guerre, il faudra bien que des négociations puissent être mises en route, et qu'à la faveur de ces négociations, par exemple, les prisonniers politiques puissent être libérés. Donc, il est important de continuer de se servir des outils de l'ONU, parce qu'on espère bien qu'à un moment donné, les membres du Conseil de sécurité vont arrêter de soutenir ce régime aussi corrompu et aussi agressif vis-à-vis, par exemple, de la France en ce moment, un des membres du Conseil de sécurité. La France aurait tout intérêt à retourner au droit international, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination, pour lesquels il s'était détourné dès 2007, quand il s'est mis à soutenir la proposition unilatérale marocaine de droit de l'autonomie, qui n'est pas une proposition de l'ONU, et que la France a soutenu donc, le Maroc dans cette demande depuis 2007. Et aujourd'hui, après les accords d'Abraham, c'est un soutien qui est dépassé, puisque Israël et Trump ont reconnu la marocanité du Sahara, et M. Sanchez et puis l'Allemagne ont dit que c'était la solution. Donc on voit aujourd'hui que la France, qui disait de manière équilibrée, soi-disant, c'est une des solutions, n'est plus valable. Donc pourquoi ne pas revenir au droit international
qui serait la meilleure manière de montrer au Maroc que ce membre important du Conseil de sécurité qui avait tendance à toujours soutenir le Maroc jusque-là revienne à quelque chose qu'on ne pourra pas lui reprocher. Eh bien donc, il va avoir des audiences le 23 et le 24 octobre à Luxembourg. Et puis, on attend la décision définitive en mars-avril 2024, qui va être un grand coup dans les relations européennes marocaines, puisqu'on attend quand même à ce que tous les accords de libre-échange qui avaient été signés, les accords agricoles, les accords de la pêche, ont déjà été déclarés caducs, et que, ma foi, il va falloir que le Polisario puisse maintenant récupérer tout cet argent qui a été volé au peuple sahraoui, puisque tous les produits qui arrivaient en Europe étaient considérés comme marocains, donc avec des prix inférieurs, alors que ce sont des produits non marocains, ce sont des produits sahraouis et qui auraient dû être taxés différemment. Donc tout cet argent, il devrait pouvoir être récupéré après des actions que vont faire les avocats, que vont intenter les avocats du Front Polisario. Donc on attend beaucoup de cette nouvelle phase, et là on va s'attaquer au portefeuille marocain. Ça va coûter très cher, et donc ça devrait aussi obliger le Maroc à réviser. En tout cas, ça va l'obliger à réviser complètement sa politique de prédation des ressources naturelles qui sont volées depuis plus de 30 ans maintenant. En tout cas, c'est quelque chose pour lequel il s'est battu depuis 2012, en mettant toute cette corruption sur un certain nombre de parlementaires européens, et en tout cas sur l'ensemble des parlementaires, puisque cette question n'arrivait jamais jusqu'au vote. Donc, ce qui a été dénoncé en janvier au Parlement européen, ça a été la mise à jour justement de ce système systématique d'empêchement que la question du Sahara occidental arrive là où elle aurait dû arriver. Donc, s'il y avait pas, tout le monde n'était pas corrompu, en tout cas, il y avait une certaine compromission pour empêcher que ça arrive. Et comme il y a des élections européennes l'année prochaine, j'ai quand même entendu des députés européens dire il faudrait quand même que, si on veut être élu, de montrer un peu patte blanche. Donc, peut-être que là, il y aura une attitude plus conforme au droit européen de la part des parlementaires, et que là aussi, ils se conformeront au droit au lieu d'écouter tous ces lobbyistes marocains qui avaient porte ouverte au Parlement, comme le Maroc-Gate nous l'a fait découvrir. Voilà, c'est vrai que les avocats du Polisario nous disent et nous répètent que la Cour européenne de justice est la meilleure des cours au monde. Et donc on a beaucoup d'espoir pour que, même si les États comme de la Commission, comme la France, comme l'Allemagne ont fait des recours, ils vont perdre ce recours, et que ça sera le triomphe du droit et donc du peuple sahraoui pour retrouver l'utilisation de leurs ressources naturelles.